Allez, on retrouve nos invités, Honorable Beausoleil Obekou, l'activiste panafricain russe, donc oui, et la sociologue, Madame Sophia Kenyossi Adanou. Pour la suite, la ville de la Côte d'Ivoire reçoit ce vendredi l'ancien président de la République 11 ans après les violences de la crise post-électorale 2010-2011 durant la guerre civile opposant les forces loyalistes du régime et les forces républicaines pro-Ouattara. À l'époque, les régions de l'Ouest ivoirien ont particulièrement été marquées par les tueries, avec au moins 1000 morts selon les Nations Unies. Plus touchée que les autres localités par le conflit, la ville de Dieukou est devenue le symbole de ces violences où entre 500 et 800 personnes ont perdu la vie. Alors, le président Gbagbo qui rend visite à ses frères ou bien à ses familles endeuillées à l'époque, Honorable Beausoleil Obekou, cette visite est qualifiée de visite de compassion. Oui, bon, au fait, rendre visite aux populations pour un responsable politique, c'est une bonne chose et c'est normal. Donc, sauf que cette visite est diversement appréciée. Pour le camp de M. Laurent Gbagbo, c'est une visite de compassion. Quand on sait que il y a de cela 11 ans, avec la guerre en Côte d'Ivoire, tout l'ouest de la Côte d'Ivoire a été vraiment touché par cette guerre. Et parce qu'à tort ou à raison, on a considéré cette région comme pro-Gbagbo, et spécialement la ville de Douekoué, qui a à elle seule, à une journée, a perdu 500 à 800 personnes selon les sources. Et d'autres même parlent d'environ 1000 tués, plus de 800 personnes. Donc vous voyez que quand on analyse la situation en Côte d'Ivoire maintenant, on est dans un processus de réconciliation. Et il y a une décrispation de la situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a été libéré, Gbagbo a été autorisé à rentrer et il a rencontré le président Alassane Ouattara et on est inscrit dans un processus de réconciliation. Donc il est libre de tout mouvement. Donc il a programmé aller à l'ouest, à Douekoué, qui est un symbole, la ville symbole de ces violences-là. Bon, je crois qu'il a été accueilli, bien accueilli même, donc sa visite quand même satisfait une partie de la population et certaines personnes aussi ne voient avec un mauvais œil cette visite-là, surtout sur le plan politique. Et il faut savoir aussi que c'est un homme politique. Et quand on sait que dans quelques mois, il y aura les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, les adversaires de Laurent Gbagbo ne vont pas apprécier cette visite. Et c'est la politique, c'est de bonne guerre. Et franchement, bon, selon l'analyse des uns et des autres, ça dépend aussi de la partie où on se situe. Quand on se situe au niveau des pro-Gbagbo, et on est satisfait. Et d'autant plus que cette visite va encore donner un élan à la mobilisation, et non seulement derrière Laurent Gbagbo, mais aussi pour les élections municipales et régionales à venir. Et lorsque ça va bien pour un adversaire, l'autre camp ne sera pas satisfait. Donc on fait tout pour aussi décrédibiliser un peu cette visite-là. Surtout que bon, moi je ne parle pas de moi, donc bon, d'autres personnes, ceux qui sont les adversaires de Gbagbo, parlent d'encore attiser la flamme ou bien remuer encore le couteau dans les plaies, alors qu'il va en terrain non hostile. Donc je crois que tout le monde peut faire son commentaire comme il veut, mais ça s'inscrit dans une visite politique. Là, il ne faut pas se voiler la face, c'est politique. Et aussi, quand on fait aussi la politique, la politique aussi, c'est de considérer sur le plan social et humain cette chaleur-là qu'il faut apporter aux populations et recueillir aussi
leur mobilisation pour des échéances futures. Donc je crois et je pense que ces adversaires ne sont pas contents et c'est normal. Et voilà, la visite, on ne peut rien dire contre parce que c'est normal. Et Laurent Gbagbo a le droit de faire cette visite-là. Et ses adversaires aussi ont le droit de faire sortir leur stratégie pour pouvoir atténuer l'ampleur de cette démarche-là sur l'électorat en vue des élections prochaines. Alors, c'est une ville symbole, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction à Mme Sophia Kenyonsi Adanou. Comment vous interprétez cette visite de l'ancien président Laurent Gbagbo à Dieukoué? Bon, pour ma part, cette visite est bienvenue parce qu'après tout, il faut la faire pour soutenir moralement et les familles des victimes. 800 morts en une journée, selon ce que le CICR a dit, c'est énorme. On dirait un génocide. Donc, c'est une visite salutaire pour moi, même si ça a une connotation cachée de façon politique. Et les adversaires de Gbagbo sont en train de grincer les dents. Bon, c'est leur problème parce que, après tout, on parle de comment l'appelle-t-on, de pardonner, mais si celui qui a commis le fait, qui a blessé l'autre, ne fait pas le pas, n'avance pas sur le terrain pour demander la paix, comment est-ce qu'on peut lui accorder cette paix-là? Le pardon, parfois on dit le pardon se mérite. On peut tout dire sur le plan national, mais s'il n'y a pas eu une démarche de façon concrète envers les victimes de ce massacre-là, le pardon est superficiel. Bon, c'est vrai que les élections sont pour bientôt, mais je vais au-delà pour dire, mais ceux qui ont commis ces actes-là sont là. On les connaît bien. Qui ont supporté le président Alassane Ouattara avec Guillaume Soro dans le temps, mais ils sont là comme si rien n'en était. Ils sont là, ils ne sont pas poursuivis. Et c'est Gbagbo qui a fait la CPI jusqu'à revenir, il a fait 10 ans jusqu'à revenir pour effectuer quand même cette démarche-là. Mais je crois que quelque part, si ça n'a pas été fait par le président en exercice actuellement, c'est un manque de son côté, parce que s'ils ne sont pour rien, pourquoi ne pas effectuer quand même cette démarche-là pour pouvoir quand même apaiser les cœurs et les réconcilier, pour qu'on parle de vraie réconciliation sur le plan national et que les gens puissent se pardonner. Donc du coup, c'est bien fait, mais que ces auteurs-là soient poursuivis et qu'ils répondent. Ils pensent que Laurent Gbagbo est en train de réveiller un vieux démon. Mais bien sûr, c'est ce qu'on perçoit et c'est ce qui se fait sentir, mais jusqu'à quand? Il faut le faire. Il faut qu'une fois, on ne va pas couvrir quand même ce délit-là et puis dire qu'avançons, mais non. Comme ça, nos peuples ne peuvent pas se reconstituer, nos peuples ne peuvent pas se pardonner jusqu'à s'asseoir pour avancer, trouver un compromis pour le développement de leur pays. Je crois qu'il faut arriver à faire ça et que d'un jour à l'autre, que ces auteurs-là soient poursuivis et qu'ils soient jugés selon la loi, qu'ils répondent de leurs faits. Donc moi, c'est ce que je vais dire par rapport à ça. Auruste Donkovi, la visite de l'ex-président Laurent Gbagbo à Dieukoué remue les souvenirs douloureux dans le pays. Ses détracteurs le reprochent de réveiller de vieux démons de nature à remettre en cause le processus de réconciliation nationale. Ça, c'est la version de l'autre côté. La version de l'autre côté, c'est une version un peu vicieuse parce qu'il faut faire attention. Lorsque vous avez eu une plaie et que vous voyez qu'il y a une croûte qui est sur la plaie, cela ne signifie pas que la plaie elle est guérie. La plaie, elle peut puruler. La preuve en est que au niveau de Dieukoué, où il y a eu ces massacres-là, il y a une friction à propos d'une stèle commémorative à l'endroit de ceux qui ont été massacrés lors de cette nuit à Dieukoué. Et donc, je pense que la venue de M. Laurent Gbagbo dans cette région-là, c'est aussi potentiellement la possibilité de désamorcer quelque chose qui peut exploser. Parce que si des jeunes se lèvent, en tout cas si un certain nombre d'acteurs au niveau de cette zone-là se lèvent pour ériger une stèle, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été pardonnées et qui sont restées sur le cœur de ses habitants. Donc il n'y a rien de plus dangereux, notamment dans une Côte d'Ivoire qui est en proie à des attaques terroristes. Actuellement, dans la plupart des pays de la sous-région,
on fait tout pour qu'il y ait, si vous voulez, une stabilité, un certain type de stabilité, afin que justement les terroristes ne se servent pas des déceptions qui existent au point de vue local. Donc, vous avez un président Gbagbo qui va aller dans une région, et maintenant, la question est de savoir peut-être comment est-ce qu'il va articuler son discours. Pourquoi ? Parce que il s'agit de personnes qui ont été massacrées sous le prétexte officiel d'être des pro-Gbagbo et qui ont été massacrés par les FRCI. Il s'agit de cela. Et par conséquent, lorsque Laurent Gbagbo arrive là-bas, il arrive là-bas pour un message qui s'adresse au peuple Oué, donc au peuple de toute cette région-là. Mais je pense que l'exercice difficile va être aussi d'apaiser des communautés qui existent sur le territoire et qui exercent notamment dans le foncier. Et c'est là où on touche à quelque chose qui est quelque chose de beaucoup plus profond et qui est un héritage de la colonisation, qui est celui des déplacements de peuples allogènes vers des régions afin qu'elles puissent s'investir notamment dans l'agriculture, dans le commerce et ainsi de suite. Ce qui a créé des frictions latentes. Ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est que avant le massacre qui vient au niveau de cette région-là, il y a déjà des frictions entre communautés. Parce que nous avons les politiques ivoiriennes. C'est là le problème de la Côte d'Ivoire, ces frictions entre les différentes communautés. Il y a des frictions entre communautés, entre les autochtones qui sont propriétaires de la terre et entre toute une panoplie de populations qui ont été parfois déplacées du fait colonial pour l'exploitation de ces terres. Donc il y a... Qui viennent du nord, surtout, il faut le préciser. Alors, bon, elles peuvent venir du nord, elles peuvent venir... C'est vrai qu'il en venait du nord, donc ce qui peut expliquer d'ailleurs, la violence avec laquelle la FRCI intervient. On sait que la plupart des membres à l'époque venaient du nord. Donc, voilà, ça dessine un peu la situation. Mais aussi, il faut reconnaître que les hommes politiques ivoiriens ont joué avec quelque chose de vicieux et dangereux, qui est celui de monter les populations les unes comme les autres en récupérant les pratiques et les vices coloniaux. Lorsqu'on posait la question de savoir l'enfant et l'enfant où à l'époque, ce n'était pas du fait du président Laurent Gbagbo, c'était du fait de Henri Konan Bédié. Ouais, c'est Bédié. C'est Bédié qui commence cela. Lorsque vous avez Houphouët-Boigny qui vient au pouvoir et qui essaye de faire, qui fait sa très longue mandature et ainsi de suite, c'est vrai qu'il développe la Côte d'Ivoire, mais il ne résout pas le problème profond qu'il y a entre ces communautés. Et la démocratisation, les défis économiques qui arrivent ne font que renforcer les frictions entre ces communautés-là. Donc il y a des frictions il y a des frictions communautaires avant que n'interviennent les FRCI dans le massacre qui va se produire. Donc je pense que le fait que M. Laurent Gbagbo aille dans cette région-là est quelque chose d'intéressant, mais le gros défi, ça va être comment apaiser des communautés qui ont été massacrées du fait de leur soutien à Laurent Gbagbo, tout en articulant un message qui va apaiser d'autres communautés qui sont considérées comme étrangères, mais qui sont là depuis 2, 3, 4, 5, 6 générations sur le territoire et qui exploitent les terres. C'est un gros défi. Et ce n'est pas un défi qu'il y a seulement en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui existe dans la plupart des pays africains. Alors, honorable, tout à l'heure dans votre développement, vous aviez parlé de l'élan de réconciliation nationale. Et pour certains, cette visite peut être aussi coordonnée et par Laurent Gbagbo et par le gouvernement ensemble pour ne pas créer de soucis à Djouéko, vu ce qui s'est passé. Oui, mais au fait, la façon dont on interprète cette visite-là prouve que ce n'est pas une visite concertée entre le gouvernement et le camp de Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, je l'ai dit tantôt, il est libre de tout mouvement. C'est un chef de parti politique et il a le droit de sillonner le pays, il a le droit d'aller où il veut. Donc, je crois que c'est dans
cet ordre d'idée qu'il est allé en tant qu'homme politique, qui est allé. Cette visite se situe d'abord sur ses activités, dans le cadre de ses activités politiques. Mais c'est le lieu visité qui, en fait, est un symbole de ce qui s'est passé, d'un massacre. Et, bon, il est vrai que ce n'est pas à l'ouest seulement qu'il y a eu des massacres, mais là, surtout la ville de Douéké, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens focalisent leur attention sur cette ville-là parce que il fut un temps où cette ville meurtrie ça a été très difficile pour qu'on arrive à une situation relativement calme. Vous voulez parler de ce format, c'est comme par exemple en 2001, lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il y a eu des massacres aussi à Bobo et Alassane Ouattara a dû aller là-bas pour soutenir ceux qui sont à Bobo, considérés comme des étrangers qui sont plus dans cette partie d'Abidjan. Oui, bien sûr. Donc ça se situe, ça explique bien mon raisonnement et mon analyse parce que, et je l'ai dit, ça c'est politique. Les politiques, Laurent Gbagbo vient de créer un parti politique et aussi il faut des adhérents, il faut des sympathisants et chaque activité de ce leader politique, quel que soit, que ça soit humanitaire, social ou visite de compassion, ça rentre dans ce cadre politique-là. Donc, et quand on parle de visite de cadre politique, les adversaires ne seront pas contents. Et au fait, ça dépend aussi de... Les gens ne parlent pas du message que Gbagbo peut apporter à cette population. Si c'est un message d'apaisement, tout ça, mais on se focalise sur la visite et en la forme, quoi. Donc c'est ce qui prouve que les gens, quand même, on déplace cette démarche-là que moi je trouve humanitaire ou humaine sur un terrain politique. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Et moi, je le dis, ça dépend du message de Laurent Gbagbo. Cette visite peut quand même apporter peut-être de l'apaisement. Peut-être que les gens, la population meurtrie, entre guillemets, qui attend Laurent Gbagbo depuis, avec cette visite-là, peut-être quelque part, ça peut soulager un peu et faire inscrire les gens de cette région-là dans le processus de réconciliation. Et de l'autre côté, sur le plan politique aussi, ça profite à Laurent Gbagbo, vu la réaction du camp adverse. Donc, bon, je ne crois pas que Laurent Gbagbo est le premier grand responsable à à visiter cette partie de l'Ouest. Je crois que le président Ouattara aussi et même Guillaume Soro avait fait cette visite-là dans le temps. Donc, qu'on se focalise plus sur l'apaisement et la réconciliation, beaucoup plus sur sur le plan politique. C'est mieux plutôt d'explorer cette visite-là et pour amener les uns et les autres à se pardonner. Je crois que j'estime que de manière publique, de manière officielle, Laurent Gbagbo va tenir un discours d'apaisement et de réconciliation. Mais en dehors de ça, sur un terrain politique, son parti politique va mettre à profit cette visite et c'est de bonne guerre. Et ce qui est important pour la Côte d'Ivoire, en dehors de la politique, on ne peut pas dire de laisser la politique de côté et de faire la réconciliation avant de revenir à la politique. Les deux vont de pair et il faut savoir faire les deux pour pouvoir amener le pays à se réconcilier et surtout penser au développement de ce grand pays de l'Afrique occidentale qui est aussi un pays de référence sur le plan politique comme économique. Donc vivement que les uns et les autres s'entendent sur le minimum pour remettre ce pays sur les rails. Et au niveau politique, ça ne va pas. Donc ce n'est pas qu'il y a un semblant d'apaisement, ça peut encore dégénérer à tout moment. Donc c'est pour ça que les gens craignent aussi cette visite-là. Peut-être que certains peuvent comprendre
une partie de la population peut prendre ça comme et peut trouver de l'apaisement dans cette visite, comme ça peut aussi galvaniser d'autres qui ont entre guillemets soif de vengeance. Donc il faut savoir doser les choses pour pouvoir mettre à profit cette visite au lieu de prendre cette visite-là comme un sujet encore à de tiraillement, pour ne pas dire d'affrontement. On va étudier également ce prisme à Douékoué, la France, l'ONU et puis les rebelles sont doigtés également. Ils sont accusés de génocide dans cette partie du pays. Madame Adanou, on se souvient qu'en 2010-2011, lors de la crise, la France, les gens disent que la France a soutenu le président actuel Alassane Dramane Ouattara, ainsi que l'ONU. On n'oublie pas l'apport des rebelles. Alors, ils sont cités et on parle de génocide à Douékoué. Bon, ils sont cités et depuis, dans cette histoire, dans cette affaire de massacre des villes, des populations des villes, c'est vrai qu'il n'y a pas que de Douékoué. Il y a d'autres, mais c'est là où il y a eu plus de morts. Ils sont cités là-dedans. Bon, on a vu des scènes, on a vu des images circuler, comment tout s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit cet attachement de la France au président Ouattara. Donc, avec tout ce qu'on a au sein de la CEDEAO, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais bon, ce que moi j'aimerais dire seulement, c'est vrai, ils sont accusés de ça. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Si les preuves, on a des preuves palpables, concrètes de ces faits-là, qu'ils répondent de leurs actes, parce qu'on ne va pas commettre des actes comme ça, des tueries comme ça, et puis après aller au pouvoir, et on reste au pouvoir, et après, bon, ça deviendra un cercle vicieux. Quelqu'un d'autre qui arrivera aussi fera pareil, parce qu'il va se dire, mais l'autre l'a fait, il n'a pas été jugé. Sauf que ce n'est pas la France qui est au pouvoir, ce n'est pas l'ONU. La France est le pays colonisateur. Donc du coup, on sait ce que cette puissance-là est en train de faire dans les pays colonisés, et surtout en Afrique occidentale. On voit tout ce que la France fait et jusqu'à ce jour. Donc du coup, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc du coup, et les rebelles et tout. Donc vous croyez à la version de ces populations? C'est vrai qu'on a parlé plus des rebelles, oui, mais les gens parlent de la France. Oui, on n'a pas vu la France là-bas, on n'a pas vu l'ONU. D'autres aussi parlaient. Moi j'étais en Côte d'Ivoire en 2001 et je rentrais la nuit où ça pétait même. En 2002, pardon. Je rentrais, j'étais en stage, je rentrais la nuit là. Et quand ça traînait un peu, oui, la rébellion a commencé. Et après, il y a eu des exemples. Bon, j'étais avec des religieux. On a vu des blancs qui étaient des Français en ce temps-là. Il y a eu tellement d'exactions sur le territoire ivoirien. Des prêtres qui ont été vraiment égorgés, on a retrouvé leur corps dans la brousse et tout ça. Il y avait eu plein de trucs qui ont été commis par les rebelles et d'autres. Donc du coup, moi je me dis, d'autres aussi. Bon, je n'accuse personne pour le moment. Il faut prouver. En 2002, les rebelles étaient... Il faut prouver. Non, c'est après. Après, oui. Et déjà, en ce temps-là, la tension y est déjà. La tension y est, donc... mais bon, si les preuves sont là et ils sont inculpés, qu'ils répondent de leurs actes. Ce que je voulais ajouter, c'est que aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'a pas le droit, excusez-moi de dire, n'a pas le droit. Donc il est tenu de tenir un discours quand même apaisant pour amener les populations à voter dans le calme, pour qu'après les élections, les violences post-électorales qu'on assiste, qu'il n'y ait plus de ces choses-là. C'est des pertes de vies humaines, pour les pertes pour les familles, la société et pour l'Afrique. Et à chaque fois, on va retourner dans ces états-là, dans cette façon de gérer les cités, de faire les élections. Non, il a intérêt à tenir un discours vraiment apaisant pour que les tensions puissent, la vraie réconciliation puisse quand même évoluer et qu'on ait au moins une... comment je dirais, une paix, entre guillemets, au long terme sur le territoire. Vous avez 2 minutes en russe, donc ce qu'a dit madame est très important. Quelquefois, ce sont des discours des opposants ou bien des hommes politiques qui font que les populations s'enflamment. Laurent Gbagbo, il a entre griffes intérêt à tenir de bons discours
Oui, c'est-à-dire, je pense que toute la région va être quand même suspendue à ce qu'il va dire, ce qu'il va adresser comme message. Il revient de la CPI. La région, il avait de très forts soutiens au sein de cette région-là. Après, c'est vrai qu'au niveau de la politique ivoirienne, les acteurs politiques, ils sont pour beaucoup, quel que soit le bord, les acteurs politiques, ils sont pour beaucoup dans ce qu'il y a eu comme violence et ce qu'il y a eu comme répression et ainsi de suite. Ils y sont pour beaucoup. Il y a quelque chose, tout à l'heure, que tu mentionnais, la Côte d'Ivoire, le choc de la Côte d'Ivoire, quand tu parlais de la France, le choc de la Côte d'Ivoire, c'est qu'à un moment, on a vu des images de la Côte d'Ivoire qui ressemblaient au départ des Pieds Noirs en Algérie dans les années 62. Et je pense que ce sont des images, notamment au niveau de l'opinion européenne et française, qui ont marqué. Parce qu'on a vu des communautés qui ont fait 1, 2, 3 générations sur le territoire ivoirien, qui s'exprimaient d'ailleurs quasi en ouchi parfois, avec l'accent ivoirien, qui se retrouvaient en train de quitter tout un ensemble d'investissements, tout un niveau de classe sociale pour se retrouver dans un pays qui est ce qui est la France, que certains parfois ne connaissaient même pas, et dont ils vivaient de façon violente les habitudes. Donc ça a été un choc. Et je pense que tout le monde s'entend dorénavant sur le fait que, la France a soutenu les projets de M. Ouattara. Ce n'est plus un secret pour personne. Je pense même que ce qui peut y avoir de frustrant dans le cas de M. Laurent Gbagbo, c'est qu'en réalité, quand on observe, il n'a pas eu la possibilité de vivre sa présidence de façon libre et sereine, comme par exemple on le voit pour M. Ouattara, les appuis que M. Ouattara a en termes d'économie, en termes politiques, il ne les a pas eu lui au moment où il présidait la Côte d'Ivoire. L'élection en 2000, c'était pas une élection en tant que telle, et ça les Ivoiriens le disent. La vérité, c'est qu'il y a eu une élection, il y a eu quelqu'un qui a été les candidats ont été écartés. Oui, il a été l'un des problèmes du oui, on peut dire que des candidats ont été écartés, mais est-ce que cela était le fait de M. Gbagbo? On peut le reprocher d'en avoir profité, mais ce n'est pas lui qui énonce les conditions qui vont écarter M. Ouattara du pouvoir. C'est cela. Bon, ensuite, ce que les politiques ont la tendance à nous répéter, c'est justement de ne pas rentrer dans un processus violent. Mais la vérité, c'est que lorsque M. Laurent Gbagbo prend le pouvoir, on lui met une rébellion. Et cette rébellion-là, lorsqu'elle avance, elle commence à avancer sur Abidjan, on a à peu près ce qui s'est passé au Mali. On a des sauveurs qui débarquent, donc une intervention française, une intervention de l'ONU, et on récupère une portion du territoire pour bloquer le front. Ce sont les Français et tout ce qu'il y a d'onusien qui bloquent le front, qui bloquent la ligne de front et qui font de facto une partition de la Côte d'Ivoire. Comme on a eu au Mali, à un moment, des gens qui reprennent le territoire et maintenant qui bloquent le front et on arrive à un genre de partition du territoire. Donc, oui, c'est-à-dire il y a eu des appuis. Si vous voulez, la France a choisi un camp. La France a soutenu ce camp, et lorsqu'il y a eu après les élections, je pense, de 2010, et qu'on a vu, la victoire annoncée de M. Ouattara, la France est venue déloger M. Gbagbo. On l'a vu, il y a des images, ce n'est plus un secret pour personne, c'est affiché. Maintenant, on n'est plus dans... Je dirais que maintenant, ce qui se passe plutôt, c'est la justification de la position. On a pris un homme d'État ivoirien, on l'a envoyé à la CPI, et il en reste jusqu'à présent un qui n'a pas encore son passeport et qui ne peut même pas rentrer dans son pays. C'est M. Blé Goudé. On a maintenant la langue de M. Soro qui se délie un peu plus parce qu'il n'est plus en onde de sainteté. Du coup. Voilà, donc c'est malheureux pour les populations ivoiriennes, mais malheureusement, très souvent, ces populations ont subi de façon violente les positionnements de leurs hommes politiques. Allez, on marque la pause pour le journal et on retrouve nos invités pour la suite du débat.